Alors que je rentrais de l'épicerie ce jeudi après-midi, avec mes sacs réutilisables pleins de légumes et de quelques provisions pour le dîner, ma sœur Suzanne est apparue à mon portail, tremblante comme une feuille. Ses mains agrippaient les barreaux métalliques si fermement que ses articulations en étaient devenues blanches. Quand elle m'a vu approcher sur le trottoir, ses yeux se sont écarquillés et elle m'a fait un signe désespéré de m'arrêter. Ce n'était pas une salutation. C'était un avertissement. Je me suis figé à quelques mètres de là, ne comprenant pas ce qui se passait. Suzanne a regardé vers ma maison, puis vers moi, et a marché rapidement dans ma direction. Son visage était pâle, presque gris. Je ne l'avais jamais vue dans cet état. Quand elle m'a rejointe, elle m'a saisi le bras avec urgence. Sa voix est sortie dans un murmure brisé, empreint d'une peur bien réelle. « Reste à l'écart de ta maison aujourd'hui, Linda. S'il te plaît, crois-moi. J'ai découvert quelque chose d'horrible que ta fille planifie contre toi. » J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Ashley, ma fille, le seul enfant qu'il me restait après avoir perdu mon mari il y a 5 ans. Suzanne devait se tromper. Ce n'était pas possible. Mais quand j'ai vu les larmes dans ses yeux, quand j'ai senti sa main trembler sur mon bras, j'ai su qu'elle n'inventait rien. J'ai regardé vers ma maison. La maison où je vivais depuis 30 ans. La maison que j'avais bâtie avec mon mari. Où nous avions élevé Ashley. Où je gardais tous mes souvenirs. Elle semblait normale, calme. Les rideaux étaient tirés, comme je les laissais toujours le matin. La pelouse était tondue. Tout semblait en ordre. Mais Suzanne ne me lâchait pas. Elle m'a tiré vers sa voiture garée à un demi-pâté de maison. « Linda, s'il te plaît, si tu m'aimes, si tu as un minimum confiance en moi, viens avec moi maintenant. Je t'expliquerai tout plus tard. Mais si tu entres dans cette maison aujourd'hui, tu risques de ne pas en ressortir vivante. » Ces mots m'ont traversé comme un éclair, de ne pas en ressortir vivante. Je me suis laissé guider par Suzanne jusqu'à sa voiture. Mes jambes bougeaient d'elles-mêmes, comme si je n'en avais plus le contrôle. Je me suis assise sur le siège passager, serrant toujours mes sacs de courses, bien que je ne me soucie plus du tout des légumes ou du dîner. Suzanne a démarré rapidement et s'est dirigée vers un café situé à 6 pâtés de maison de chez moi. Elle s'est garée à l'arrière, là où personne ne pouvait nous voir depuis la rue principale. Elle a coupé le moteur et est restée un moment en silence, respirant profondément pour essayer de se calmer. Puis elle s'est tournée vers moi et j'ai vu des larmes couler sur ses joues. « Pardonne-moi de t'avoir fait peur ainsi, mais il n'y avait pas d'autre moyen. Je devais te sortir de là avant qu'il ne soit trop tard. » « Suzanne, qu'est-ce qui se passe? Dis-le-moi maintenant. » Ma voix est sortie plus forte que prévu, presque comme un cri. J'avais besoin de savoir ce qui se passait avec ma fille. Elle a sorti son téléphone portable de la poche de sa veste. Ses mains tremblaient encore en déverrouillant l'écran. « Je vais te montrer quelque chose, Linda, mais je veux que tu te prépares, car ce que tu vas voir va te détruire. » J'ai simplement hoché la tête. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Suzanne a tapoté l'écran à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'une photographie apparaisse. Elle m'a tendu le téléphone. 20 minutes plus tard, je me suis figé lorsqu'elle m'a montré les photos qu'elle avait prises. La première image était floue, prise de loin, mais peu à peu, mes yeux se sont concentrés sur les détails. C'était Ashley, ma fille. Elle était assise sur un banc dans un parc que je ne reconnaissais pas. À côté d'elle se tenait un homme. Il était jeune, environ 35 ans, les cheveux noirs gominés vers l'arrière, portant une veste en cuir noir. Ashley tenait un dossier ouvert sur ses genoux et montrait quelque chose à cet homme. Ils regardaient tous les deux les papiers avec une grande attention. « Je ne comprends pas, » ai-je dit, cherchant ce qui clochait sur cette photo. « C'est juste Ashley qui parle à quelqu'un. » Suzanne a fait glisser l'écran pour me montrer la photo suivante. Celle-ci était plus proche. Je pouvais voir clairement ce qu'il y avait à l'intérieur du dossier. C'étaient des documents, des titres de propriété. J'ai reconnu l'entête car c'était le même que celui que je conservais chez moi. C'était le titre de propriété de ma maison. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Suzanne a encore fait glisser l'écran. Sur la 3e photo, Ashley et cet homme étaient plus proches l'un de l'autre. Il avait sa main sur l'épaule de ma fille. Elle souriait. Ce n'était pas un sourire normal. C'était un sourire complice, un sourire que je ne lui avais jamais vu auparavant.
Continue de regarder, a chuchoté Suzanne. La 4e photo m'a donné la nausée. Ashley et cet homme se tenaient près de ma maison. Ma maison? Ils pointaient du doigt les fenêtres, le toit, comme s'ils évaluaient quelque chose. Comme s'ils planifiaient quelque chose. Qui est cet homme? Ai-je réussi à demander d'une voix brisée. Il s'appelle Jason. C'est le petit ami d'Ashley. Ils sont ensemble depuis près d'1 an, mais elle ne te l'a jamais présenté. Je l'ai découvert par hasard il y a 2 mois en les voyant ensemble au centre commercial. 1 an? Ashley avait un petit ami depuis 1 an et ne m'en avait jamais parlé. Pas une seule fois. Il y a plus, a dit Suzanne d'une voix tremblante. Continue de regarder. La 5e photo était une capture d'écran d'une conversation par SMS. Je pouvais voir le nom d'Ashley en haut. Les messages s'échangeaient entre elle et ce fameux Jason. J'ai lu les mots et j'ai senti mon monde s'effondrer, c'est presque prêt. La vieille ne se doute de rien. Parfait. Quand est-ce qu'on le fait? Cette semaine. Il faut que ça ressemble à un accident. Elle est âgée, personne n'aura de doute. Et après, la maison est à nous. On pourra la vendre et quitter le pays avec l'argent. Exactement. Elle a vécu assez longtemps de toute façon. Mes mains ont commencé à trembler si fort que j'ai failli faire tomber le téléphone. Suzanne l'a rattrapé avant qu'il ne chute. Il y a d'autres photos, Linda. Beaucoup d'autres, mais je devais te montrer celle-ci en premier pour que tu comprennes la gravité de la situation. Je ne pouvais plus respirer. J'avais l'impression que quelqu'un me serrait la gorge. Ma propre fille. L'enfant que j'avais porté dans mes bras. L'enfant à qui je chantais des berceuses. L'enfant pour qui j'avais travaillé pendant des années à nettoyer les maisons des autres afin qu'elle puisse aller à l'université et avoir une vie meilleure. Cette même enfant planifiait maintenant de me tuer. Je ne peux pas y croire, ai-je chuchoté. Même si, au fond de mon cœur, je savais que c'était vrai. Je ne peux pas croire que ma propre fille planifie cela. Suzanne m'a serré dans ses bras alors que je commençais à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes silencieuses. C'étaient de profonds sanglots qui venaient du plus profond de ma poitrine. Toute la douleur, toute la trahison, toute l'incrédulité se mélangeaient dans un pleur que je ne pouvais contrôler. Je suis tellement désolé, ma sœur. Je suis tellement désolé. J'aimerais que ce ne soit pas vrai. J'aimerais me tromper. Mais tu ne te trompes pas, n'est-ce pas? Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Je savais que Suzanne ne me mentirait pas sur une chose pareille. Elle ne m'avait jamais menti de toute sa vie. Non, Linda, je ne me trompe pas. Je la suis depuis 3 jours. J'ai pris toutes ces photos parce que je devais être complètement sûr avant de te dire quoi que ce soit. Je ne voulais pas détruire ta relation avec ta fille sur un simple soupçon. J'ai essuyé mes larmes du revers de la main, essayant de retrouver un peu de contenance. Je devais réfléchir. Je devais comprendre comment j'en étais arrivé là sans m'en rendre compte. Quand as-tu commencé à avoir des soupçons, ai-je demandé. Suzanne a pris une profonde inspiration avant de répondre. Il y a environ 3 semaines, je suis venu te voir un mardi après-midi. Tu t'en souviens? Tu n'étais pas à la maison. Tu étais allé chez le médecin, mais Ashley était là. Quand j'ai sonné, elle a mis beaucoup de temps à ouvrir. Quand elle a enfin ouvert la porte, elle avait l'air nerveuse, très nerveuse. Et il y avait cet homme, Jason, qui partait par la porte arrière. Je l'ai vu dans le reflet de la fenêtre. Je me suis souvenu de ce jour-là. J'étais allé faire mon contrôle mensuel de tension artérielle. À mon retour, Ashley était dans le salon en train de regarder la télévision comme si de rien n'était. Continue, ai-je dit à Suzanne. J'ai demandé à Ashley qui était cet homme. Elle m'a dit que c'était un plombier qui était venu vérifier une fuite dans la cuisine. Mais je n'ai vu aucun outil. Je n'ai vu aucun uniforme de plombier. Et surtout, j'ai vu le regard qu'ils ont échangé avant qu'ils ne partent. Il y avait quelque chose d'étrange dans ce regard. Suzanne a marqué une pause, comme s'il lui était difficile de continuer. Que as-tu découvert d'autre? Suzanne a repris son téléphone et m'a montré d'autres captures d'écran. C'étaient des conversations entre Ashley et Jason qu'elle avait réussi à photographier lorsqu'Ashley avait laissé son téléphone déverrouillé chez moi. Comment as-tu obtenu cela, ai-je demandé, surprise. Je suis venu hier.
Tu étais dans le jardin en train d'arroser les plantes. Ashley était dans la cuisine et a laissé son téléphone sur la table pour aller aux toilettes. J'ai profité de ces 30 secondes. J'ai pris des photos de tout ce que je pouvais avant qu'elle ne revienne. J'ai regardé les conversations avec horreur. Il y avait des dizaines de messages, tous aussi terribles les uns que les autres, nous devons faire vite, sans douleur. Je ne veux pas qu'elle souffre, mais nous ne pouvons pas risquer qu'elle survive. J'ai déjà tout planifié. Ça va ressembler à une chute dans l'escalier. À son âge, personne ne soupçonnera rien. Et si quelqu'un pose des questions, je m'en occuperai. Je suis sa fille. Tout le monde me croira quand je dirai que j'étais très inquiète pour elle, qu'elle était très distraite ces derniers temps, que j'avais peur qu'elle se fasse du mal. Tu es brillante. C'est pour ça que je t'aime. Et je t'aime aussi. Bientôt, nous aurons tout l'argent nécessaire pour commencer notre nouvelle vie. J'ai fermé les yeux. Je ne pouvais plus continuer à lire. Chaque mot était comme un coup direct porté à mon cœur. Il y a plus, a dit doucement Suzanne. J'ai aussi découvert qu'Ashley a transféré de l'argent de ton compte bancaire. Quoi? J'ai pris les relevés bancaires dans ton bureau quand je suis venu hier. Tu les avais dans le tiroir du haut. Regarde. Elle m'a montré des photos de mes propres relevés bancaires. Il y avait des virements que je ne reconnaissais pas. De petites sommes au début, $50 par-ci, $100 par-là. Mais ces dernières semaines, les montants avaient augmenté, 5 cents, 8 cents, $1000. Au total, Suzanne a calculé qu'elle m'avait volé près de $12 000 au cours des 6 derniers mois. $12 000. De l'argent que j'avais économisé pendant des années en travaillant. De l'argent que je gardais pour les urgences, pour mes vieux jours, afin de ne pas être un fardeau pour qui que ce soit. Et je ne m'en suis jamais rendu compte, ai-je dit doucement. Je n'ai jamais vérifié mes relevés attentivement. Je lui faisais confiance. C'est exactement pour cela qu'elle a pu le faire, a répondu Suzanne. Elle savait que tu lui faisais une confiance aveugle. Elle savait que tu ne soupçonnerais jamais ta propre fille. Je suis resté silencieuse un long moment, essayant de digérer toutes ces informations. Mon esprit a voyagé dans le passé, passant en revue ces derniers mois, ces dernières années, et j'ai alors commencé à voir les signes que j'avais ignorés. Il y a 2 ans, Ashley a insisté pour que je lui donne un double des clés de ma maison. Elle disait que c'était par sécurité, au cas où il m'arriverait quelque chose et qu'elle doive entrer. Je les lui ai donnés sans réfléchir. Il y a 1 an, elle m'a convaincu de lui donner accès à mon compte bancaire. Elle disait qu'ainsi, elle pourrait m'aider à payer les factures si j'oubliais ou si j'étais de nouveau malade. J'ai accepté sans hésiter. Il y a 6 mois, elle a commencé à me rendre visite plus fréquemment. Au début, je pensais que c'était parce qu'elle se souciait plus de moi. Maintenant, je comprenais qu'elle préparait le terrain, étudiait ma routine, planifiait le moment idéal. Et il y a 3 mois, elle a commencé à m'interroger sur mon testament. Où le gardais-je? L'avais-je mis à jour récemment? Avais-je inclus quelqu'un d'autre qu'elle? Je me souviens que cela m'avait semblé étrange sur le moment, mais je m'étais rassuré en me disant qu'elle voulait simplement s'assurer que mes affaires étaient en ordre. Tous ces signes, tous ces moments étranges que j'avais ignorés parce que je ne voulais pas croire que ma fille puisse me faire du mal. Suzanne m'observait pendant que je digérais le tout en silence. Je pouvais voir sur son visage qu'elle comprenait exactement ce que je traversais. La douleur de réaliser que j'avais été si aveugle, si naïve. Je sais à quoi tu penses, a-t-elle dit doucement. Tu t'en veux de ne pas avoir vu les signes. Mais ce n'est pas ta faute, Linda. Aucune mère ne s'attend à ce que sa propre fille fasse une chose pareille. Mais j'aurais dû le voir, ai-je répondu d'une voix brisée. J'aurais dû m'interroger sur tant de choses. Pourquoi est-elle soudainement devenue si attentionnée? Pourquoi insistait-elle tant pour contrôler mes finances? Pourquoi trouvait-elle toujours des excuses pour être chez moi quand je n'y étais pas? Suzanne a pris mes mains dans les siennes. Écoute-moi attentivement. Tu as fait confiance à ta fille parce que c'est ce que font les mères. C'est ce que font les gens bien. L'erreur n'est pas la tienne. L'erreur est la sienne pour avoir profité de ton amour et de ta confiance. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne peux pas retourner chez moi. Je ne peux pas l'affronter seul. Et si j'appelle la police, que vais-je leur dire? Que ma fille planifie de me tuer, mais qu'elle ne l'a pas encore fait? Suzanne a hoché la tête,
comprenant mon dilemme. J'y ai déjà pensé. C'est pour cela qu'avant de venir te chercher, j'ai passé un coup de téléphone. J'ai contacté un avocat. Il s'appelle Robert Miller. Il est spécialisé dans les cas de maltraitance familiale et de fraude successorale. Il a déjà vu les photos et les messages que je lui ai envoyés. Il dit que nous avons assez de preuves pour agir, mais que nous devons le faire prudemment. Un avocat. L'idée me semblait si irréelle. Il y a 1 heure à peine, j'achetais des légumes à l'épicerie, me souciant de ce que j'allais cuisiner pour le dîner, et maintenant je parlais d'avocat et de preuves contre ma propre fille. Qu'est-ce qu'il dit que nous devrions faire, ai-je demandé. Il veut nous rencontrer aujourd'hui, dans 1 heure. Son cabinet est à 15 minutes d'ici. Il dit que la première chose à faire est de s'assurer que tu es en sécurité. Ensuite, nous allons planifier comment rassembler plus de preuves et comment affronter Ashley d'une manière qui ne te mette pas en danger. J'ai regardé par la vitre de la voiture. Dehors, la vie suivait son cours normal. Des gens marchaient dans les rues. Des enfants jouaient dans un parc à proximité. Des voitures passaient. Tout restait identique, sauf mon monde qui s'était complètement effondré. D'accord, ai-je fini par dire. Allons voir cet avocat. Mais d'abord, j'ai besoin de savoir quelque chose. Dis-moi, les photos que tu as prises aujourd'hui. Celles que tu as mentionnées où ils se tiennent devant ma maison. Quand les as-tu prises? Suzanne a baissé les yeux, comme s'il lui en coûtait de répondre. Tôt ce matin, vers 7 heures. Tu étais déjà parti au magasin. J'ai vu Ashley arriver avec Jason. Ils sont restés devant chez toi pendant près de 20 minutes. Ils ont pris des photos des fenêtres, des portes, des marches d'entrée. Ils faisaient un dernier repérage. Un dernier repérage, comme si ma maison était une cible militaire. Comme si j'étais une ennemie à éliminer. C'est pour cela que je t'ai intercepté au portail, a continué Suzanne. Parce qu'après les avoir vus faire cela, j'ai su que le plan était sur le point d'être exécuté. Peut-être aujourd'hui même, peut-être demain, mais bientôt. Très bientôt. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Si Suzanne n'avait pas surveillé, si elle ne m'avait pas arrêté au portail, si j'étais entré chez moi comme n'importe quel autre jour. Qu'est-ce que tu penses qu'ils auraient fait, ai-je demandé, bien que n'étant pas sûr de vouloir entendre la réponse. Suzanne a dégluti difficilement avant de parler. D'après les messages, je pense qu'ils auraient saboté quelque chose dans l'escalier. Peut-être ont-ils desserré une marche ou posé quelque chose de glissant. L'idée était que lorsque tu monterais, tu tomberais et te blesserais gravement, peut-être mortellement. Et comme tu vis seul, personne ne t'aurait trouvé avant plusieurs heures. Peut-être même le lendemain, quand Ashley serait venue te rendre visite et aurait fait semblant de découvrir ton corps. L'image était si vivante, si horrible, que j'ai eu la nausée. J'ai porté ma main à ma bouche, essayant de ne pas vomir. Plusieurs minutes ont passé avant que je ne puisse reprendre le contrôle de moi-même. Quand j'ai enfin pu reparler, ma voix semblait différente, plus dure, plus déterminée. Je veux voir cet avocat maintenant. Et je veux faire tout ce qui est nécessaire pour arrêter Ashley. Pas seulement pour moi, mais parce que si elle est capable de faire cela à sa propre mère, elle est capable de faire n'importe quoi à n'importe qui. Suzanne a hoché la tête et a démarré la voiture. C'est bien ma sœur, la femme forte que je connais. Tandis que nous roulions vers le cabinet de l'avocat, mon téléphone a commencé à sonner. J'ai regardé l'écran. C'était Ashley. J'ai senti mon estomac se nouer. Suzanne a également vu le nom s'afficher. Ne réponds pas tout de suite, m'a-t-elle averti. Parlons d'abord à Robert. Il nous dira comment gérer cela. Mais le téléphone continuait de sonner, encore et encore. Finalement, il s'est arrêté, pour recommencer 30 secondes plus tard. Ashley insistait. Je me demandais si elle était déjà arrivée chez moi, si elle s'était déjà rendue compte que je n'y étais pas. Le téléphone a sonné encore 5 fois pendant le trajet. Chaque appel me rendait plus nerveuse. Chaque sonnerie résonnait comme une menace. Elle te cherche, a dit Suzanne. Elle est probablement déjà chez toi et a réalisé que tu n'y es pas. Ou peut-être veut-elle s'assurer que tu es en chemin, peut-être m'appelait-elle pour me demander où j'étais, afin de s'assurer que je rentrais bien à la maison. Cette idée m'a fait frissonner. Chaque mot sorti de la bouche de ma fille au cours des derniers mois me semblait désormais contaminé. Chaque « je t'aime, maman », chaque
comment tu te sens aujourd'hui, Shaq, laisse-moi t'aider avec ça. Tout n'avait été que mensonge. Tout avait fait partie de son plan pour gagner ma confiance pendant qu'elle préparait ma mort. Nous sommes arrivés devant un immeuble de bureaux en centre-ville. Suzanne s'est garée et m'a aidé à sortir de la voiture. Mes jambes me semblaient encore faibles, comme si elle refusait de me porter. Nous sommes entrés dans l'immeuble et sommes montés au 3e étage dans un ascenseur silencieux. Le cabinet de l'avocat Robert Miller se trouvait au bout du couloir. Une plaque dorée sur la porte indiquait son nom, suivi de ses spécialités, droit de la famille, protection des personnes âgées, fraude successorale. Suzanne a frappé à la porte et une voix masculine nous a invités à entrer. L'homme qui nous a accueillis avait environ 50 ans, des cheveux gris parfaitement coiffés et des yeux marrons qui exprimaient à la fois le sérieux et la chaleur. Il portait un costume gris foncé et nous a tendu la main avec une poignée ferme. « Madame Johnson, je suis Robert Miller. Je suis vraiment désolé des circonstances dans lesquelles nous nous rencontrons, mais je veux que vous sachiez que vous êtes entre de bonnes mains. Nous allons faire tout notre possible pour vous protéger et faire en sorte que justice soit faite. » Ces paroles, prononcées avec tant d'assurance et de professionnalisme, m'ont apporté un léger soulagement au milieu de tout ce chaos. Nous nous sommes assis dans son bureau. Robert a ouvert un dossier qu'il avait déjà préparé sur sa table. « Votre sœur m'a envoyé les photographies et les captures d'écran il y a quelques heures. J'ai examiné tout ce matériel très attentivement, » a continué Robert en organisant les documents devant lui, « et je dois vous dire, Madame Johnson, que ce que votre fille et son complice planifient constitue plusieurs délits graves. Conspiration en vue de commettre un meurtre, fraude financière, abus de faiblesse sur personne âgée. Nous parlons de décennies de prison si nous parvenons à prouver tout cela devant le tribunal. Si nous parvenons à prouver, ai-je répété. Alors ce que nous avons déjà ne suffit pas ? Robert s'est adossé à sa chaise, joignant ses mains sur le bureau. Ce que nous avons est très précieux. Les photographies démontrent que votre fille a rencontré cet homme en secret. Les captures d'écran des messages sont des preuves directes de leurs intentions. Les relevés bancaires prouvent le vol systématique. Tout cela est important, mais nous avons besoin de plus. De quoi avons-nous besoin de plus ? A demandé Suzanne. Nous avons besoin qu'Ashley s'incrimine elle-même d'une manière qu'elle ne pourra pas nier par la suite. De bons avocats de la défense pourraient soutenir que les messages ont été sortis de leur contexte, que les photos ne prouvent rien de concret. Ou que les virements bancaires ont été autorisés par Madame Johnson. Nous avons besoin d'un aveu clair, enregistré en présence de témoins. Comment allons-nous y parvenir ? Ai-je demandé. Je ne peux pas simplement l'affronter et attendre d'elle qu'elle avoue qu'elle voulait me tuer. Robert a souri légèrement. Non, mais nous pouvons créer une situation contrôlée où elle pense avoir l'avantage, où elle se sent suffisamment en sécurité pour parler librement. J'ai déjà traité des cas similaires. Cela fonctionne, mais cela demande du courage de votre part, Madame Johnson. Qu'est-ce que je dois faire ? Il a sorti un petit enregistreur de son tiroir et l'a posé sur le bureau. Tout d'abord, nous allons vous équiper d'un appareil d'enregistrement audio. Il est petit, discret et de très bonne qualité. Ensuite, vous allez rencontrer Ashley dans un lieu public, un restaurant, un café, n'importe quel endroit où il y a du monde autour, mais où vous pouvez parler avec une relative intimité. Et qu'est-ce que je lui dis ? Vous lui dites que vous avez beaucoup réfléchi à votre avenir, que vous avez décidé d'apporter quelques modifications à votre testament, que vous voulez vous assurer que tout est clair pour le moment où vous ne serez plus là. Cela va la rendre nerveuse. Cela va activer son anxiété à l'idée que son plan se complique. Et dans cet état émotionnel, il est plus probable qu'elle révèle des informations. Mais elle ne va pas avouer comme ça, a objecté Suzanne. Elle n'est pas stupide. Vous avez raison, a admis Robert. C'est pourquoi nous allons lui donner un coup de pouce. Madame Johnson va mentionner qu'elle a discuté avec un conseiller financier, et que ce conseiller lui a recommandé de mettre la maison au nom d'une fondation caritative plutôt que de la léguer directement à Ashley. De cette façon, elle évite les problèmes fiscaux. Je comprends, ai-je dit, commençant à voir où il voulait en venir. Si Ashley pense qu'elle est sur le point de perdre la maison, elle va paniquer. Exactement. Et quand les gens paniquent, ils commettent des erreurs. Ils disent des choses qu'ils ne devraient pas dire. Ils en révèlent plus qu'ils ne le prévoyaient. Nous avons vu cela à maintes reprises dans les affaires de fraude familiale. Et si elle se lève tout simplement et s'en va ? A demandé Suzanne.
C'est pour cela que la rencontre aura lieu dans un espace public, a répondu Robert. Avec des personnes stratégiquement placées à proximité. Je serai là, à une table voisine. Nous aurons également 2 policiers en civil dans la zone. Si Ashley tente de partir ou si la situation devient hostile, nous interviendrons immédiatement. J'ai regardé l'enregistreur sur le bureau. Il était si petit, si insignifiant, et pourtant ce petit appareil pouvait faire toute la différence entre obtenir justice et vivre dans la peur. Quand faisons-nous cela, ai-je demandé. Robert a regardé sa montre. Nous sommes jeudi. Je propose de le faire demain à midi. Cela nous laisse le temps ce soir de tout préparer correctement, de répéter ce que vous allez dire, de vous coordonner avec la police et de vous assurer que vous vous sentez prête. Où vais-je loger ce soir, ai-je demandé, réalisant soudain que je ne pouvais pas retourner chez moi. Je ne pouvais pas dormir dans mon propre lit. Je ne pouvais pas être dans l'endroit qui avait été mon foyer pendant 30 ans. Tu restes avec moi, a dit immédiatement Suzanne. Dans mon appartement, j'ai une chambre d'amis. Tu seras en totale sécurité. Et pour mes affaires, mes vêtements, mes médicaments? J'y ai déjà pensé aussi, a répondu Suzanne. Pendant que tu parles avec Robert des détails juridiques, je vais aller chez toi. Je vais sonner. Je vais agir normalement. Si Ashley est là, je lui dirai que je passais dans le quartier et que je voulais lui dire bonjour. Pendant que je lui parlerai, je trouverai un prétexte pour monter dans ta chambre et je rassemblerai l'essentiel, tes médicaments, quelques vêtements, tes documents importants. C'est risqué, a dit Robert. Si Ashley soupçonne quelque chose. Elle ne se doutera de rien, l'a interrompu Suzanne avec détermination. Elle me connaît. Elle sait que je suis surprotectrice envers Linda. Ça ne lui semblera pas bizarre que je passe la voir. Et si elle demande après Linda, je lui dirai que je l'ai vue à l'épicerie il y a un moment et qu'elle avait l'air d'aller bien. D'accord, ai-je fini par accepter. Suzanne a hoché la tête et s'est levée. J'y vais maintenant. Je serai de retour dans 1 heure maximum. En attendant, reste ici avec Robert. Il t'expliquera tout ce que tu dois savoir pour demain. Je l'ai regardé quitter le bureau et j'ai ressenti une vague de peur. Non pas pour moi, mais pour elle. Ma sœur prenait des risques pour moi, entrant dans une maison où une femme dangereuse l'attendait peut-être. Elle va s'en sortir, m'a assuré Robert, comme s'il lisait dans mes pensées. Votre sœur est intelligente et prudente, et Ashley n'a aucune raison de se méfier d'elle en ce moment. J'espérais qu'il ait raison. Robert a ouvert un autre dossier et en a sorti plusieurs documents. À présent, Madame Johnson, j'ai besoin que vous me racontiez tout depuis le début. Quand vous avez commencé à remarquer des changements dans le comportement d'Ashley, quand vous lui avez donné accès à votre compte bancaire, quand vous lui avez remis les clés. Chaque détail est important pour monter un dossier solide. Et c'est ainsi que j'ai passé l'heure suivante à raconter ma vie à un inconnu. Je lui ai parlé de la mort de mon mari il y a 5 ans, de la façon dont Ashley semblait être devenue plus attentionnée après cela, de son insistance à m'aider pour mes finances car, selon elle, j'étais trop stressé. De la façon dont elle prenait peu à peu le contrôle de certains aspects de ma vie sans même que je m'en aperçoive. Robert prenait des notes méticuleusement, posant des questions précises, demandant des dates exactes lorsque c'était possible. C'est un schéma classique d'abus financier contre les personnes âgées, a-t-il expliqué en écrivant. L'auteur se présente comme le soignant idéal, gagne progressivement la confiance de la victime, prend le contrôle des finances petit à petit, toujours avec des excuses qui semblent raisonnables. Et au moment où la victime s'en rend compte, si tant est qu'elle s'en rende compte, il est déjà trop tard. Je n'ai jamais pensé que j'étais une victime, ai-je avoué. Je pensais que j'avais de la chance d'avoir une fille aussi dévouée. Et c'est exactement le but, a répondu gentiment Robert. Les bons manipulateurs font en sorte que leurs victimes se sentent chanceuses de les avoir à leur côté. Mon téléphone a de nouveau sonné. C'était encore Ashley. Cette fois-ci, Robert m'a fait signe de répondre. Mais le haut-parleur, a-t-il chuchoté. Des mains tremblantes, j'ai accepté l'appel. Maman, où es-tu? Ça fait des heures que je t'appelle. La voix d'Ashley semblait désespérée, presque hystérique. Mais sachant désormais la vérité, je pouvais entendre autre chose sous cette sollicitude feinte. Il y avait de l'irritation, de l'impatience, voire de la colère. Allô ma chérie, désolé. J'avais mis le téléphone sur silencieux. Je vais bien. Où es-tu?
Je suis venu chez toi et tu n'es pas là. Tu m'as fait terriblement peur. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Robert m'a fait signe de continuer à jouer le jeu. J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. Je suis sorti après le magasin. J'ai croisé une amie et nous avons décidé de prendre un café. Tu sais comment c'est. Nous avons commencé à bavarder et j'ai perdu la notion du temps. Il y a eu un bref silence à l'autre bout du fil. J'imaginais Ashley analyser cette information, essayant de décider si elle devait me croire ou non. Quelle amie, a-t-elle demandé? Sa voix semblait tendue. Gloria. Une dame que j'ai rencontrée à l'église il y a quelques mois. Je ne pense pas que tu la connaisses. J'ai menti sans réfléchir. Le nom est sorti de ma bouche tout naturellement. Robert a hoché la tête d'un air approbateur. Oh. Et quand rentres-tu à la maison? Dans un petit moment. Pourquoi? Tu as besoin de quelque chose? Non. Non. J'étais juste inquiète. Tu sais, j'aime m'assurer que tu vas bien. C'est très gentil de ta part, ma chérie, mais je vais parfaitement bien. En fait, je me sens mieux que jamais. Autre pause, plus longue cette fois. Maman, je dois te parler de quelque chose d'important. Peux-tu rentrer bientôt? C'est urgent. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Robert m'a fait signe de dire non. Je ne peux pas aujourd'hui, Ashley. Gloria et moi allons dîner ensemble. Peut-être pourrons-nous en parler demain. De quoi s'agit-il? C'est au sujet de tes finances. De la maison. Il y a des choses que nous devons revoir d'urgence. C'est amusant, ai-je répondu, suivant le scénario que Robert m'avait préparé. J'y pensais justement. En fait, j'ai parlé avec un conseiller financier cette semaine. Il m'a fait des recommandations très intéressantes. Le silence qui a suivi a été si long que j'ai cru que la communication avait coupé. Un conseiller financier, a fini par répéter Ashley. Sa voix avait perdu tout semblant de chaleur. Elle semblait froide, calculatrice. Depuis quand parles-tu à des conseillers financiers? Depuis quelques jours, une amie me l'a recommandé. Il m'a dit qu'il était important de tout mettre en ordre à mon âge. Tu m'as toujours dit la même chose, n'est-ce pas? Oui, mais je peux t'aider pour cela, maman. Tu n'as pas besoin de payer un inconnu. Qu'est-ce que ce conseiller t'a dit? Robert m'a tendu une note écrite à la hâte. Elle disait d'être plus spécifique. Il m'a parlé d'options pour protéger la maison, de fondations caritatives, de la façon d'éviter les taxes inutiles. C'était très instructif. Des fondations caritatives, a répété Ashley. Et cette fois, sa voix tremblait légèrement. Maman, ça n'a aucun sens. La maison doit rester dans la famille, avec moi. Eh bien, c'est une chose dont nous pourrons discuter, ai-je répondu, essayant de paraître détaché. D'ailleurs, pourquoi ne pas nous retrouver demain pour le déjeuner? Nous pourrons en parler tranquillement. Il y a un nouveau restaurant près de Central Park que j'aimerais essayer. Demain, a dit Ashley. Et je pouvais entendre qu'elle s'efforçait de retrouver son calme. Oui, demain c'est parfait. À quelle heure? Midi, est-ce que cela te convient? Parfait. On se voit là-bas, maman. Et s'il te plaît, ne prends aucune décision importante sans m'en parler d'abord. Bien sûr que non, ma chérie. Tu es la chose la plus importante pour moi. Les mots m'ont brûlé la gorge en les prononçant. Mais j'avais besoin qu'Ashley croie que tout était normal, que j'étais toujours la mère naïve qui lui faisait une confiance aveugle. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi. J'ai raccroché le téléphone et l'ai fixé pendant plusieurs secondes. Robert a brisé le silence. Vous vous en êtes extrêmement bien sortie, Madame Johnson. Très naturel. Ashley ne se doute de rien et elle est désormais exactement là où nous voulons qu'elle soit. Anxieuse, inquiète, désespérée de reprendre le contrôle de la situation. J'ai entendu sa voix, ai-je dit doucement. Quand j'ai mentionné le conseiller financier et la fondation caritative, elle est devenue furieuse. Je pouvais l'entendre. Exactement. Parce qu'elle a réalisé que son plan est en danger, que le temps presse. Cela signifie que demain, elle sera particulièrement vulnérable. Elle va vouloir faire pression sur vous. Elle va vouloir que vous changiez d'avis. Et dans ce processus,
elle révélera ses véritables intentions. À ce moment-là, Suzanne est revenue au bureau. Elle transportait un grand sac. Elle semblait un peu pâle, mais saine et sauve. « J'ai tout récupéré », a-t-elle annoncé en refermant la porte derrière elle. « Tes médicaments, tes vêtements, tes documents importants. Tu les avais dans le tiroir où tu les ranges toujours. »« Tu as vu Ashley ?» ai-je demandé. « Oui, elle était dans ton salon, faisant les 100 pas comme un animal en cage. Quand elle a ouvert la porte, elle a essayé de paraître inquiète, mais je voyais bien qu'elle était agacée. Elle m'a demandé si je t'avais vu. Je lui ai dit non, que je passais juste pour dire bonjour, mais que visiblement tu n'étais pas là. Je lui ai demandé si tout allait bien, et elle a répondu que oui, qu'elle voulait juste te parler de quelque chose. Tu as vu cet homme, Jason? Non, mais sa voiture était garée 2 maisons plus bas, une berline noire. Je l'ai reconnu d'après les photos, donc il était proche, l'attendant probablement. Suzanne s'est assise lourdement sur une chaise. Linda. Ta maison. Je suis monté à l'étage quand Ashley est allée dans la cuisine pour m'apporter le verre d'eau que j'avais demandé sous un prétexte. J'ai vérifié les marches. La 3e en partant du haut est desserrée. Quelqu'un a dévissé les vis délibérément. Si tu avais emprunté cet escalier sans y prendre garde, surtout la nuit, tu serais tombé. J'ai senti mon estomac se nouer. L'escalier, ce même escalier que je montais chaque jour pour aller dans ma chambre. Ce même escalier sur les murs duquel j'avais accroché des photos de famille. Des souvenirs de moments heureux. Et à présent, c'était un piège mortel conçu par ma propre fille. J'ai pris des photos, a continué Suzanne en me montrant son téléphone. Regarde, on voit clairement que les vis sont presque entièrement sorties. Ça ne tenait qu'à quelques millimètres. Robert a étudié attentivement les photos. Nous avons passé l'heure suivante à revoir le plan pour le lendemain. Robert m'a expliqué exactement quoi dire, comment réagir, quelles questions poser. Il m'a appris à me servir de l'enregistreur discret que je porterais, dissimulé dans mon sac à main. Nous avons répété différents scénarios, différentes façons dont Ashley pourrait réagir. Rappelez-vous, m'a dit Robert, le but n'est pas de l'accuser directement. C'est de lui faire sentir que son plan est en danger, qu'elle doit agir vite, qu'elle doit vous convaincre de ne pas modifier votre testament. Et dans ce processus de persuasion, elle révélera ses véritables intentions. Et si elle se rend compte du piège? Ai-je demandé. Si elle réalise que je l'enregistre? C'est pour cela que nous serons là, a-t-il répondu avec assurance. Dès que la situation deviendra dangereuse, nous interviendrons. Mais j'ai confiance, on n'en arrivera pas là. Ashley vous croit naïve, facile à manipuler. Son arrogance causera sa perte. Quand nous avons enfin quitté le cabinet, la nuit était déjà tombée. Suzanne m'a emmené dans son appartement, un endroit chaleureux dans un immeuble calme de l'autre côté de la ville. Elle m'a préparé un dîner, bien que je n'ai pu avaler que quelques bouchées. Tu dois te reposer, m'a dit Suzanne en me montrant la chambre d'amis. Demain va être une journée difficile. Tu vas avoir besoin de toutes tes forces. Mais comment vais-je pouvoir dormir en sachant ce que je dois faire demain? Suzanne s'est assise sur le bord du lit, à mes côtés. Elle a pris ma main dans la sienne et m'a regardé droit dans les yeux. Tu vas dormir parce que tu es la femme la plus forte que je connaisse. Parce que tu as survécu à la perte de l'amour de ta vie. Parce que tu as travaillé dur toute ton existence pour donner une bonne vie à ta fille, même si elle n'a pas su l'apprécier. Et parce que demain, tu vas faire la chose la plus difficile qu'une mère puisse faire, tu vas affronter ta propre fille et tu vas exiger justice. Ces mots m'ont touché le cœur. Elle avait raison. J'étais forte. J'avais survécu à des moments difficiles par le passé, et je survivrai à cela aussi. Cette nuit-là, j'ai peu dormi, mais j'ai dormi. Entre des rêves agités où je voyais des marches brisées et des messages menaçants, j'ai trouvé des moments de repos. Et quand le vendredi s'est levé, je me suis réveillé avec une clarté d'esprit que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je me suis levé tôt. Je me suis douché. Je me suis habillé avec soin, choisissant une robe gris clair, simple mais élégante. Je me suis coiffé, je me suis légèrement maquillé. Je voulais paraître digne. Je voulais ressembler à la femme que j'étais, pas à la victime qu'Ashley pensait trouver. Suzanne a préparé le petit déjeuner, du café fort, des toasts, des fruits frais. Cette fois-ci, j'ai réussi à manger.
J'avais besoin de force. À 11 heures du matin, Robert est venu nous chercher en voiture. Nous avons revu le plan une dernière fois pendant qu'il conduisait vers le restaurant. Rappelez-vous, Madame Johnson, restez calme quoi qu'Ashley dise. Ne montrez ni colère ni douleur. Agissez comme si vous preniez vraiment ses opinions en considération. Donnez-lui l'impression qu'elle a une chance de vous convaincre. Je comprends, ai-je répondu. Ma voix semblait plus ferme que ce que je ressentais au-dedans. Et si elle mentionne quoi que ce soit à propos de la marche cassée ou de tout autre sabotage dans la maison, insistez sur ce sujet, posez des questions, amenez-la à s'étendre sur le sujet. Plus elle nous donnera de détails, mieux ce sera. Nous sommes arrivés au restaurant à 11h45. C'était un endroit agréable avec des tables en terrasse et un intérieur chaleureux. Robert avait choisi une table d'angle près des fenêtres, mais offrant assez d'intimité pour une conversation sérieuse. Je serai à cette table-là, m'a indiqué Robert, montrant un emplacement à environ 4 mètres de distance. Je pourrai tout entendre, mais j'aurai l'air de travailler sur mon ordinateur portable. Les 2 policiers seront au bar, habillés comme des clients ordinaires. Suzanne sera dans sa voiture dehors, prête à intervenir si nous avons besoin d'elle. Il a placé le petit enregistreur dans la poche intérieure de mon sac à main. Il était si minuscule que personne ne le remarquerait. Il était conçu pour capter les conversations clairement, même dans des environnements bruyants. Il est déjà activé, m'a-t-il dit. Agissez simplement de manière naturelle. Parlez normalement. La technologie fera le reste. Je me suis assise à la table que nous avions réservée. J'ai commandé un verre d'eau. Mes mains tremblaient légèrement en le tenant. J'ai regardé l'horloge, 12:05. Ashley allait arriver d'un instant à l'autre. J'ai respiré profondément 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis, je l'ai vue entrer. Ashley est arrivée pile à midi. Elle portait un pantalon noir et un chemisier rouge vif. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Elle portait un grand sac à l'épaule. Quand elle m'a vu, elle a souri, mais le sourire n'atteignait pas ses yeux. « Salut, maman », a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi. Elle s'est penchée pour me faire un bisou sur la joue, et j'ai dû faire un immense effort pour ne pas me reculer. « Contente de te voir. »« De même, ma fille. » Un serveur s'est approché pour prendre notre commande. Ashley a commandé une salade, j'ai pris une soupe. Ni l'une ni l'autre n'avait vraiment envie de manger. Ce n'était pas un déjeuner, c'était une confrontation déguisée. Alors, a commencé Ashley après le départ du serveur. Tu m'inquiètes, maman. Cette histoire de parler à un conseiller financier sans m'en dire un mot. Tu sais que tu peux toujours me faire confiance pour ces choses-là. Je sais, ma chérie, mais cette dame que j'ai rencontrée à l'église m'a tellement recommandé son conseiller que j'ai décidé de lui donner sa chance, et je suis bien contente de l'avoir fait. Il m'a ouvert les yeux sur beaucoup d'options que je ne connaissais pas, Ashley a pincé les lèvres. Je voyais ses mains se crisper sur la table. Quel genre d'options? Eh bien, par exemple, il m'a parlé de créer une fondation caritative. Il dit que je peux faire don de la maison à une organisation qui aide les personnes âgées. De cette façon, l'argent sert à une bonne cause, et je n'ai pas à me soucier des impôts ou des problèmes juridiques après ma mort. Le visage d'Ashley a visiblement pâli. Maman, c'est ridicule. Pourquoi voudrais-tu donner ta maison à des inconnus alors que tu as une famille, alors que tu m'as moi? Eh bien, ce ne serait pas pour des inconnus, justement. Ce serait pour aider d'autres personnes dans ma situation. Des personnes âgées qui ont besoin de soutien. Cela me semble être une noble cause. Une noble cause? A répété Ashley d'une voix tendue. Maman, je suis ta fille. Je me suis occupé de toi toutes ces années. Tu ne penses pas que je mérite quelque chose pour tout ce que j'ai fait? Elle était là, la première trace de sa véritable nature qui pointait sous le masque de la fille dévouée. Bien sûr que tu as fait beaucoup pour moi, ai-je répondu calmement. Et je t'en remercie, mais il ne s'agit pas de ce que quelqu'un mérite. Il s'agit de ce que je veux faire de ma propriété. Ashley s'est penchée en avant, baissant la voix. Maman, écoute-moi. Cette maison vaut près de 400 000 $. C'est ton patrimoine. C'est mon héritage. Tu ne peux pas simplement la donner à une organisation que tu ne connais même pas. 400 000 $, ai-je répété. Dis donc, je ne savais pas que tu t'étais autant renseigné sur la valeur de la maison.
Elle a scié, réalisant son erreur. Eh bien, c'est évident, non? Les maisons de ce quartier ont pris beaucoup de valeur. Tout le monde peut s'en rendre compte. Le serveur a apporté nos plats. Ni l'une ni l'autre n'y a touché. Et si je n'étais pas prête à prendre cette décision maintenant, ai-je dit après un moment. Et si je voulais attendre encore un peu avant de décider quoi faire de la maison? Ashley a secoué la tête brusquement. Non, maman. Tu ne peux pas attendre. Tu dois décider maintenant. En fait, je pense que tu devrais mettre la maison à mon nom le plus vite possible. Comme ça, on évite les complications juridiques. Comme ça, tout reste clair et simple. Pourquoi une telle urgence, ai-je demandé, observant attentivement son visage. J'ai 70 ans, mais je suis en bonne santé. Je pourrais vivre encore 20 ans. Exactement, a dit rapidement Ashley. Et c'est pour cette raison même qu'il vaut mieux régler cela maintenant tant que tu vas bien, car on ne sait jamais ce qui peut arriver. Un accident, une maladie, n'importe quoi. Quel genre d'accident, ai-je insisté. Ashley s'est agitée sur sa chaise. Je ne sais pas. N'importe quoi. Les personnes âgées sont vulnérables. Elles peuvent tomber. Elles peuvent avoir des problèmes de santé soudains. J'essaie de te protéger, maman. Me protéger de quoi exactement? Des complications, des problèmes, des autres personnes qui essaient de profiter de toi. Comme ce conseiller financier que tu as consulté. Exactement. Vois-tu, maman, ces gens-là en veulent juste à ton argent. Je suis la seule en qui tu peux vraiment avoir confiance. Mais tu as déjà accès à mon compte bancaire, ai-je fait remarquer. Et tu as les clés de ma maison. Je te fais déjà entièrement confiance. Ashley a hoché la tête. Mais il y avait quelque chose de désespéré dans son regard maintenant. Oui, mais ça ne suffit pas. J'ai besoin que la maison soit légalement à mon nom. C'est le seul moyen de s'assurer que tout soit protégé. Protégé pour qui, ai-je demandé directement. Pour moi ou pour toi? Elle est restée silencieuse un moment de trop. Pour nous deux, a-t-elle fini par répondre. J'ai décidé de changer de tactique, suivant le scénario que Robert et moi avions préparé. Tu sais, ma chérie, il s'est passé quelque chose d'étrange hier. Ma sœur Suzanne est allée à la maison chercher des affaires à moi. Elle m'a dit que lorsqu'elle est montée à l'étage, l'une des marches était desserrée. Elle a failli tomber. Heureusement, elle s'est rattrapée à la rampe à temps. J'ai vu Ashley déglutir difficilement. Ses mains, qui étaient posées sur la table, ont glissé sur ses genoux. C'est vrai, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Je l'avais remarqué aussi. Il y a quelques jours, je comptais appeler quelqu'un pour réparer ça. Il y a quelques jours, ai-je répété. Et tu ne m'as rien dit alors que tu sais que je monte ces escaliers tous les jours. Sachant que j'aurais pu me blesser gravement. Je suis désolé, maman. J'ai dû oublier de t'en parler. J'ai été très occupé ces derniers temps. Occupé à quoi exactement? Parce que ces derniers temps, tu viens très souvent chez moi. Parfois même quand je n'y suis pas, Ashley s'est raidie. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Suzanne m'a dit qu'elle t'avait vu là-bas plusieurs fois quand je n'y étais pas, accompagné d'un homme. Qui est-il, Ashley? Son visage est passé du pâle au rouge vif en l'espace de quelques secondes. Ce ne sont pas les affaires de Suzanne, ni les tiennes d'ailleurs. Je suis une femme adulte, j'ai le droit d'avoir des amis. Des amis avec qui tu examines les documents de ma maison. Des amis avec qui tu planifies l'avenir de ma propriété? Je ne vois pas de quoi tu parles. J'ai sorti mon téléphone de mon sac. J'ai ouvert les photos que Suzanne m'avait envoyées, les mêmes qu'elle avait montrées à Robert. Je les ai posées sur la table devant Ashley. Je parle de ça. Ashley a regardé les photos et les couleurs ont de nouveau quitté son visage. Elle a vu l'image d'elle avec Jason dans le parc, le dossier contenant les documents de ma maison clairement visible. Sa main a tremblé lorsqu'elle a pris le téléphone pour regarder de plus près. Tu nous espionnais, a-t-elle chuchoté. Je me protégeais, ai-je corrigé. Suzanne protégeait sa sœur de quelque chose que tu cachais visiblement. Ashley a reposé le téléphone sur la table d'un coup sec. C'est un malentendu. Je peux l'expliquer. Alors explique-le-moi. Explique-moi pourquoi tu examines les documents de ma maison avec un homme que tu ne m'as jamais présenté. Explique-moi pourquoi les marches de ma maison sont sabotées.
Explique-moi pourquoi tu m'as volé 12 000 $ sur mon compte bancaire au cours des 6 derniers mois. Cette dernière accusation l'a prise totalement au dépourvu. Ses yeux se sont écarquillés. Je n'ai rien volé. Tu m'as donné accès à ce compte. Cet argent servait aux dépenses de la maison. 12 000 $ de dépenses? Ai-je demandé en haussant la voix. Pourquoi as-tu dépensé 12 000 $ exactement, Ashley? Parce que je n'ai vu aucune amélioration dans ma maison. Pas de réparation majeure, pas d'achats importants. Elle s'est levée brusquement, sa chaise grinçant sur le sol. Plusieurs personnes dans le restaurant se sont tournées vers nous. Je ne vais pas continuer à subir cet interrogatoire. Je ne vais pas te laisser m'accuser de choses que je n'ai pas faites. Assieds-toi, ai-je dit fermement. Nous n'avons pas fini. Si, nous avons fini. Je vois bien ce qui se passe ici. Suzanne t'a rempli la tête de mensonges parce qu'elle a toujours été jalouse de notre relation. Elle a toujours voulu nous séparer. Suzanne m'a sauvé la vie, ai-je répondu. Elle m'a empêché d'entrer dans ma propre maison alors que vous aviez tout préparé pour que j'aie un accident mortel. Le mot « mortel » est resté suspendu dans l'air entre nous. Ashley est restée figée à côté de la table. Son expression a changé. Le masque de la fille attentionnée est cette fois-ci complètement tombé. « Tu ne sais pas de quoi tu parles » a-t-elle dit. Mais sa voix manquait de conviction. « Je sais exactement de quoi je parle. Je sais que cet homme s'appelle Jason. Je sais que c'est ton petit ami depuis 1 an. Je sais que vous planifiez ma mort pour garder ma maison. Je sais que tu as desserré les vis des marches pour que je tombe. Et je sais qu'après, tu allais prétendre qu'il s'agissait du tragique accident d'une vieille femme maladroite. » Ashley a regardé autour d'elle dans le restaurant. Les gens nous observaient ouvertement à présent. Je voyais la panique grandir dans ses yeux. « Tu es folle » a-t-elle chuchoté. « Tu es complètement folle. Peut-être que tu as vraiment besoin que quelqu'un s'occupe de toi, parce que visiblement tu perds la tête. » « Je ne suis pas folle » ai-je répondu, gardant mon calme. « Je suis très saine d'esprit. Assez saine d'esprit pour voir enfin qui tu es réellement. »« Et qui suis-je » a-t-elle demandé sarcastiquement. « Dis-le-moi, maman. Qui suis-je selon ton imagination ? Tu es une femme qui accorde plus de valeur à l'argent qu'à la vie de sa propre mère. Tu es quelqu'un qui était prêt à commettre un meurtre pour une maison. Tu es une fille qui a trahi la confiance de la seule personne qui t'a toujours aimé inconditionnellement. » Mes mots l'ont frappé comme des gifles. J'ai vu son visage se tordre sous l'effet d'émotions contradictoires, la rage, la honte, la peur, et enfin quelque chose qui ressemblait à du pur désespoir. « Tu ne comprends pas » a-t-elle dit d'une voix brisée. « Tu ne comprends rien. Alors fais-moi comprendre. » Ashley s'est laissée retomber sur sa chaise. Elle s'est caché le visage dans les mains un instant. Quand elle les a retirés, ses yeux brillaient de larmes, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de frustration. « Toute ma vie, j'ai attendu » a-t-elle commencé d'une voix tremblante. « J'ai attendu et attendu. J'ai été la bonne fille. Je suis venu te voir. J'ai fait semblant de m'intéresser à tes histoires ennuyeuses sur tes amis de l'église. J'ai supporté tes plaintes concernant tes douleurs. Tout cela parce que je savais qu'un jour cette maison serait mienne. » Ces mots m'ont transpercé comme du verre brisé. Mais je ne me suis pas laissé démonter. J'avais besoin qu'elle continue. Et voilà que tu arrives avec ton conseiller financier à parler de fondation caritative, de donner mon héritage à des inconnus. Après tout ce que j'ai enduré, après toutes ces années à faire semblant. Faire semblant de quoi exactement, ai-je demandé. Que je tiens à toi, que ta vie m'intéresse, que je suis ta fille aimante. Le silence qui a suivi était assourdissant. Même les clients des tables voisines s'étaient tus, bien qu'ils ne puissent probablement pas entendre toute notre conversation. « Donc, tu admets que tout n'était qu'une comédie » ai-je dit finalement. « Que tu ne m'as jamais vraiment aimé. » Ashley m'a regardé droit dans les yeux. « Et ce que j'y ai vu, c'est quelque chose qu'aucune mère ne devrait jamais voir dans les yeux de sa fille, une froideur absolue. Je t'aimais quand j'étais enfant, a-t-elle dit, quand je ne savais pas faire la part des choses. Mais quand j'ai grandi et que j'ai vu comment nous vivions, comment toi et papa vous tuiez à la tâche juste pour avoir le strict minimum pendant que d'autres familles avaient tout. Quelque chose a changé. J'ai réalisé que l'amour ne payait pas les factures. Il n'achète pas la vie que je voulais. Donc c'est une histoire d'argent,
juste d'argent. C'est une question de survie, d'avoir une vie meilleure. Jason et moi avons des projets. Des projets qui demandent du capital. Ta maison représente ce capital. Ma maison, ai-je répété. La maison pour laquelle ton père et moi avons travaillé pendant 30 ans. La maison où nous t'avons élevé, où nous avons fêté tes anniversaires, où nous avons gardé chaque souvenir de notre famille. Et tu étais prête à me tuer pour ça. Ashley s'est penchée en avant, et quand elle a parlé, sa voix n'était plus qu'un sifflement. Ça n'allait pas être douloureux, maman. Ça allait être rapide. Une chute, un coup, et tout aurait été fini. Tu serais morte dans ta maison, entourée de tes précieux souvenirs. Il y a de pires façons de mourir. Je ne peux pas croire ce que j'entends, ai-je dit. Même si chaque mot confirmait exactement ce que je savais déjà. Tu avais vraiment planifié de me tuer. Ta propre mère. De toute façon, tu es déjà vieille, a-t-elle répondu avec une froideur qui m'a glacé le sang. Combien de bonnes années te reste-t-il vraiment? 5. Peut-être 10 si tu as de la chance. Quelle différence cela fait-il que tu partes maintenant ou plus tard? Au moins, de cette façon, ta mort aurait eu un but. Elle nous aurait donné, à Jason et à moi, la chance d'avoir une vie. Un but, ai-je répété, sentant la rage commencer enfin à percer à travers mon état de choc. Ma mort aurait eu pour but de financer ta vie avec ton petit ami. Je suis resté là à la regarder, cette femme sortie de mon corps, que j'avais allaitée, que j'avais élevée avec tout l'amour que j'avais, et je ne pouvais pas la reconnaître. La petite fille que j'avais connue, si tant est qu'elle ait jamais existé, avait disparu depuis longtemps. Et qu'en est-il de Jason, ai-je demandé. Est-il complètement d'accord avec ça? C'était son idée à l'origine, a admis Ashley avec un léger sourire. Quand je lui ai parlé de la maison, de ce qu'elle valait, c'est lui qui a suggéré que nous pourrions accélérer les choses. Au début, j'ai résisté, mais ensuite je me suis dit, pourquoi attendre? Pourquoi continuer à gâcher mes meilleures années en attendant que tu finisses par mourir naturellement? Donc la marche desserrée, ça faisait partie du plan. C'était l'une des nombreuses options que nous avons envisagées, a-t-elle répondu avec une tranquillité terrifiante. Nous avons aussi pensé au gaz, à tes médicaments, mais l'accident dans les escaliers semblait le plus crédible. Une femme de 70 ans ayant des problèmes d'équilibre. Personne ne se serait posé de questions. Et après, qu'est-ce que vous auriez fait après? Vous auriez appelé le 911 en pleurant? Tu aurais dit, je suis venu lui rendre visite et je l'ai trouvé au bas de l'escalier. Tu aurais joué le rôle de la fille dévastée? Tu aurais organisé de belles funérailles? Tu aurais pleuré devant tout le monde? Et après un temps de deuil convenable, tu aurais vendu la maison et vous seriez partis vivre, Jason et toi, dans un autre pays? Quel pays? Ai-je demandé, bien que cela n'ait plus vraiment d'importance. Nous pensions au Costa Rica ou peut-être au Panama, un endroit où 400 000 $ nous permettraient de tenir des années, où nous pourrions bien vivre sans avoir à travailler si dur. Et tu n'as jamais éprouvé de remords? Tu n'as jamais pensé que ce que vous planifiez était monstrueux? Ashley a haussé les épaules. Au début, si. Les premières nuits après que Jason a suggéré l'idée, je n'arrivais pas à dormir. Mais ensuite, je m'y suis habitué. J'ai réalisé qu'au bout du compte, c'est juste de la survie. Tu as eu ta vie. C'est maintenant à mon tour d'avoir la mienne. De la survie, ai-je répété. Tuer sa mère n'est pas de la survie, Ashley. C'est un meurtre. Elle s'est adossée à sa chaise, croisant les bras. Eh bien, c'est du pareil au même maintenant, non? Tu m'as démasqué. Tu as tout gâché. J'imagine que tu vas aller voir la police. Tu imagines bien. Et tu penses qu'ils vont te croire? Je suis ta fille. Tout le monde sait à quel point je t'aime, à quel point je me soucie de toi. Ils diront que tu es une vieille femme paranoïaque. Que Suzanne t'a rempli la tête d'idées folles. J'ai des preuves, ai-je dit calmement. Des photos, des messages, des relevés bancaires montrant le vol. Et maintenant, j'ai tes aveux. Ashley a ri, mais c'était un rire sans joie. Mes aveux? Maman, il n'y a pas de témoin ici. C'est ta parole contre la mienne, et je suis bien plus jeune et plus crédible que toi. Tu te trompes, ai-je dit en sortant à nouveau mon téléphone de mon sac. Cette fois-ci, je ne me suis pas contenté de le lui montrer. Je l'ai posé sur la table, l'écran allumé.
Il indiquait clairement qu'il avait enregistré l'audio de toute notre conversation. Le visage d'Ashley est passé instantanément du rouge au blanc. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'enregistrement de toute notre conversation. Chaque mot que tu viens de prononcer, chaque aveu de culpabilité, tout est là. Elle a tendu le bras rapidement pour attraper le téléphone, mais j'ai été plus rapide. Je l'ai rangé dans mon sac avant qu'elle ne puisse l'atteindre. Tu n'as pas le droit de m'enregistrer sans mon autorisation, a-t-elle crié. C'est illégal. En fait, est entrée une voix masculine derrière elle. Dans cet état, il est tout à fait légal d'enregistrer une conversation dès lors que l'une des parties en a connaissance. Ashley s'est retournée brusquement. Robert se tenait derrière elle, son ordinateur portable fermé sous le bras. À ses côtés se trouvaient deux hommes en civil qui montraient désormais des insignes de police. « Je suis le détective Harris », a dit l'un d'eux, et voici la détective Davis. « Mademoiselle Ashley Johnson, vous êtes en état d'arrestation pour conspiration en vue de commettre un meurtre, fraude financière et abus de faiblesse sur personne âgée. » « Non », a crié Ashley en se levant si vite que sa chaise est tombée à la renverse. « Vous ne pouvez pas m'arrêter. Je n'ai rien fait. Je ne faisais que parler. Ce n'étaient que des mots. » « Des mots qui constituent des aveux complets », a dit la détective Davis en sortant les menottes. « De plus, nous avons des preuves matérielles du sabotage au domicile de Madame Johnson. Nous avons les relevés des virements bancaires non autorisés, et nous disposons de multiples photographies vous montrant en train de planifier ce crime avec votre complice. »« Jason » ai-je chuchoté. « Où est Jason ? » ?»« Il est déjà en détention », a répondu le détective Harris. « Nous l'avons arrêté ce matin à son arrivée chez Madame Johnson, alors qu'il s'apprêtait probablement à achever le travail que vous aviez commencé tous les deux. » Ashley a commencé à se débattre lorsque la détective Davis a tenté de lui passer les menottes. « Maman » a-t-elle crié, et pour la première fois de toute la conversation, sa voix semblait sincèrement désespérée. « Maman, s'il te plaît, ne les laisse pas faire ça. Je suis ta fille. Tu ne peux pas faire ça. » J'ai posé mon regard sur elle. Cette femme à qui j'avais donné la vie. Cette femme qui avait planifié de me prendre la mienne. Et j'ai senti quelque chose se briser définitivement en moi, quelque chose qui ne pourrait jamais être réparé. « Tu n'es plus ma fille », ai-je dit d'une voix ferme. « Ma fille est morte le jour où tu as décidé que ma vie valait moins qu'une maison. » Des larmes ont commencé à couler sur le visage d'Ashley. Mais je savais que ce n'étaient pas des larmes de repentir. C'étaient des larmes de frustration parce que son plan avait échoué. Parce qu'elle avait été découverte. « Ce n'est pas fini », a-t-elle hurlé tandis que les détectives l'emmenaient vers la sortie. « Je vais prendre un avocat. Je vais me battre. Tu ne vas pas gagner. »« J'ai déjà gagné », ai-je répondu doucement. Bien que je ne sois pas sûr qu'elle m'ait entendu. Tout le restaurant nous observait en silence. Les serveurs s'étaient arrêtés, plateau en main. Les clients avaient cessé de manger. Tout le monde avait assisté à la scène. Robert s'est assis sur la chaise qu'Ashley venait de laisser vide. « Vous vous en êtes extraordinairement bien sortie, Madame Johnson. Je sais que ce n'était pas facile, mais vous avez obtenu exactement ce dont nous avions besoin, des aveux clairs, détaillés et sans ambiguïté. Je ne me sens pas bien, ai-je avoué. Je ne me sens pas victorieuse. Je me sens juste vide. C'est normal, a-t-il dit doucement. Vous venez de perdre votre fille d'une manière très douloureuse, mais vous venez aussi de vous sauver la vie. Prenez le temps de digérer ces deux choses. Suzanne est alors entrée en courant dans le restaurant. Elle attendait dehors, comme nous l'avions convenu. Elle s'est précipitée vers moi et m'a serré fort dans ses bras. J'ai tout entendu grâce à la liaison audio, a-t-elle dit entre deux sanglots. J'ai entendu chaque mot horrible qu'elle a prononcé. Oh, Linda, je suis tellement désolé. Nous sommes restés enlacés pendant plusieurs minutes. J'ai enfin laissé couler mes larmes. Des larmes pour la fille que je pensais avoir. Des larmes pour les années de tromperie que je n'avais pas vues. Des larmes pour la trahison la plus profonde qu'une mère puisse vivre. Quand nous nous sommes enfin séparés, Robert avait d'autres informations à partager. Jason a déjà avoué lui aussi. Apparemment, il a un casier judiciaire, 2 condamnations antérieures pour fraude. Quand nous l'avons confronté aux preuves ce matin, il s'est effondré immédiatement. Il nous a donné tous les détails du plan, comment ils ont étudié votre routine pendant des semaines,
comment ils ont choisi le moment exact. Il a même admis que c'était lui qui avait physiquement desserré les vis de l'escalier pendant qu'Ashley vous distrayait en bas. Donc, ils allaient vraiment le faire, ai-je chuchoté. Ce n'était pas que des paroles. Il l'aurait fait sans aucun doute, a confirmé Robert. En fait, d'après Jason, le plan initial était prévu pour hier soir, mais comme vous n'êtes pas rentré à l'heure prévue, ils ont dû le reporter. C'est pour cela qu'Ashley cherchait désespérément à vous localiser. Si Suzanne ne m'avait pas arrêté au portail, je serais morte à l'heure qu'il est. Exactement. J'ai passé les jours suivants dans un brouillard de déposition à la police, de réunions avec les procureurs et de paperasse juridique interminable. Robert m'a guidé à chaque étape, et Suzanne ne m'a pas quitté d'une semelle. Le dossier contre Ashley et Jason était solide, trop solide pour qu'ils puissent négocier. L'accusation disposait des aveux enregistrés, des preuves matérielles du sabotage, des messages planifiant le crime, des relevés bancaires du vol systématique et du témoignage de Jason corroborant chaque détail. 3 semaines plus tard, je me suis retrouvé dans une salle d'audience pendant qu'un juge lisait les chefs d'inculpation formels. Ashley était là, vêtue d'une combinaison orange de prisonnière. Elle semblait différente, plus petite, plus fragile. Mais lorsque nos regards se sont brièvement croisés, je n'ai pas vu de regret dans ses yeux, seulement du ressentiment. Le procès a duré 2 semaines. C'était épuisant d'entendre débattre publiquement de chaque détail du plan visant à me tuer. De voir les photographies de ma maison projetées sur de grands écrans, d'entendre des experts expliquer comment le sabotage des escaliers aurait entraîné des blessures mortelles pour une personne de mon âge. L'avocat d'Ashley a tenté de soutenir qu'elle avait été manipulée par Jason, qu'elle était victime d'abus psychologiques, ou que les mots de l'enregistrement avaient été sortis de leur contexte, mais les preuves étaient trop accablantes. Le jury n'a délibéré que pendant 4 heures. Coupable de conspiration en vue de commettre un meurtre au premier degré, coupable de fraude financière, coupable d'abus de faiblesse sur personne âgée. Coupable de tous les chefs d'accusation. À la lecture du verdict, Ashley n'a pas réagi. Elle est simplement restée assise là, le regard vide, fixant droit devant elle. La sentence est tombée une semaine plus tard, 18 ans de prison pour Ashley, 12 ans pour Jason en tant que complice. 18 ans. Ma fille aurait près de 60 ans à sa sortie. Je ne serai probablement plus de ce monde pour le voir. Le juge m'a autorisé à faire une déclaration avant le prononcé de la peine. Je me suis levé, les jambes tremblantes, et j'ai regardé Ashley une dernière fois. Je ne vais pas te dire que je te pardonne, ai-je commencé, car ce serait un mensonge. Je ne sais pas si un jour je serai capable de te pardonner ce que tu as essayé de me faire. Pour les années que j'ai passées à t'aimer sans savoir que tout était faux. Pour les nuits où j'ai dormi paisiblement dans ma maison sans savoir que ma propre fille planifiait ma mort. Ma voix s'est brisée, mais j'ai continué. Mais je te dirai ceci, j'espère que durant ces 18 années, tu auras le temps de réfléchir à ce que tu as fait, à ce que tu as perdu. Pas seulement la liberté, pas seulement la maison que tu voulais tant, mais quelque chose de bien plus précieux. Tu as perdu la chance d'avoir une vraie famille, de connaître le véritable amour, de mener une vie qui est un but et un sens. Ashley m'a enfin regardé, et pendant une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Peut-être du regret, ou peut-être simplement de la tristesse pour elle-même. Je ne le saurai jamais avec certitude. Après le procès, j'ai pris des décisions importantes pour ma vie. J'ai vendu la maison. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans un endroit qui avait été transformé en piège mortel. Un endroit où chaque marche me rappellerait à quel point j'avais frôlé la mort. Avec l'argent de la vente, j'ai acheté un appartement plus petit dans un immeuble sécurisé. Un nouvel endroit sans souvenirs douloureux, sans escalier traître, sans fantômes du passé. J'ai également créé la fondation caritative que j'avais mentionnée à Ashley, une véritable organisation dédiée à l'aide aux personnes âgées victimes d'abus familiaux. J'y ai fait don d'une part importante de l'argent de la vente de ma maison. Si quelque chose de bon pouvait ressortir de ce cauchemar, ce serait d'aider d'autres personnes dans des situations similaires. Robert est devenu le directeur juridique de la fondation et Suzanne s'est investie comme bénévole. Ensemble, nous avons commencé à créer des programmes de sensibilisation, des lignes d'assistance téléphonique, des refuges sécurisés. Dès la première année, nous avons aidé 27 personnes âgées à échapper à des situations abusives, 27 vies sauvées, 27 familles affrontées, 27 histoires qui auraient pu se terminer comme la mienne a failli le faire. Les mois sont devenus des années. La blessure dans mon cœur ne s'est pas complètement refermée.
Mais j'ai appris à vivre avec. J'ai appris que certaines trahisons sont si profondes qu'elles ne disparaissent jamais tout à fait, on apprend simplement à les porter différemment. Je me suis fait de nouveaux amis. J'ai trouvé une communauté et un groupe de soutien pour les victimes d'abus familiaux. J'y ai rencontré d'autres mères, d'autres pères qui avaient subi des trahisons similaires. Nous avons partagé nos histoires, nous avons pleuré ensemble et lentement, très lentement, nous avons commencé à guérir ensemble. Ashley m'a écrit une lettre de prison 2 ans après sa condamnation. Elle y disait qu'elle comprenait enfin ce qu'elle avait fait, qu'elle suivait une thérapie, qu'elle voulait mon pardon, et qu'elle espérait qu'un jour nous pourrions reconstruire notre relation. J'ai lu la lettre 3 fois, puis je l'ai rangée dans un tiroir. Je n'y ai pas répondu. Peut-être que je le ferai un jour, peut-être pas. Je n'étais pas encore prête à prendre cette décision. Ce que je savais avec certitude, c'est que je n'allais pas laisser ce qu'Ashley avait fait définir le reste de ma vie. Je n'allais pas vivre comme une éternelle victime. Je n'allais pas laisser sa trahison me voler la joie qu'il me restait à vivre. À 73 ans, j'ai commencé à voyager. J'ai visité des endroits que j'avais toujours voulu voir mais pour lesquels je n'avais jamais eu le temps. J'ai pris des cours de peinture. J'ai appris à jouer du piano. J'ai fait des choses que j'avais toujours repoussées, pensant que j'avais tout le temps devant moi. Car en réalité, aucun de nous ne sait de combien de temps il dispose. La différence, c'est que j'apprécie désormais chaque jour d'une manière que je ne faisais pas auparavant. Chaque lever de soleil est un cadeau. Chaque nuit passée en sécurité dans mon lit est une bénédiction. Et Suzanne est devenue bien plus qu'une sœur, elle est devenue la famille que j'ai choisie, celle qui m'a choisi en retour. Nous dînons ensemble 2 fois par semaine. Nous voyageons ensemble. Nous partageons nos vies de façon plus profonde que jamais. Et dans les moments difficiles, quand les souvenirs reviennent trop forts, quand je me demande comment je n'ai pas pu voir les signes, quand je m'en veux d'avoir été si aveugle, Suzanne est là pour me rappeler la vérité, ce n'était pas ma faute. Faire confiance à ma fille n'était pas une erreur. L'aimer n'était pas une faiblesse. Ce qu'elle a fait reflète qui elle est, pas qui je suis. Aujourd'hui, 5 ans après ce jeudi après-midi où Suzanne m'a arrêté à mon portail, je peux dire que j'ai survécu. Pas seulement physiquement, bien que ce soit déjà miraculeux. J'ai survécu émotionnellement. J'ai survécu spirituellement. J'ai appris que l'amour d'une mère peut être inconditionnel, mais que cela ne signifie pas qu'ils doivent être sans limite. J'ai appris que l'on peut aimer quelqu'un et tout de même se protéger de lui. J'ai appris que pardonner ne signifie pas oublier ou lui permettre de vous blesser à nouveau. Et j'ai appris que même dans la trahison la plus profonde, même dans l'obscurité la plus totale, il y a encore de la lumière. Il y a encore de la bienveillance. Il y a encore des raisons de continuer à avancer. Mon message à quiconque lit cette histoire est simple mais vital, si quelqu'un vous met en garde contre un danger, en particulier s'il provient d'un proche, écoutez-le. Ne rejetez pas les signes par loyauté ou par amour. Le véritable amour ne vous demande jamais d'ignorer votre sécurité. Et si vous êtes une personne âgée qui sent que quelque chose ne va pas dans la façon dont votre famille vous traite, faites confiance à votre instinct. Cherchez de l'aide. Parlez à quelqu'un. Ne restez pas silencieuse par honte ou par peur de causer des ennuis. Votre vie vaut plus que le fait de sauver les apparences. Ashley purge sa peine dans une prison située à 3 heures de chez moi. Je ne lui ai jamais rendu visite. Peut-être que je le ferai un jour. Ou peut-être pas. J'ai appris qu'il est normal de ne pas avoir toutes les réponses. Il est normal de laisser certaines choses en suspens. Ce que je sais, c'est ceci, je suis en vie. Je suis en sécurité. Je suis entouré de gens qui m'aiment vraiment. Et j'ai un but, aider les autres à éviter le sort qui a failli être le mien. Ma maison n'est plus à mon nom. Mon compte bancaire est protégé. Mes documents sont en sécurité. Et surtout, j'ai les yeux ouverts. Plus jamais je ne serai si vulnérable. Plus jamais je ne ferai confiance si aveuglément. Mais je ne laisserai pas non plus cette expérience me rendre amer ou m'isoler. Je crois toujours en la bonté des gens. Je crois toujours en la famille, même si je comprends aujourd'hui que la famille n'est pas toujours celle du sang. La famille, c'est qui vous protège quand vous êtes en danger, qui risque sa sécurité pour la vôtre, qui vous serre dans ses bras quand vous vous effondrez, qui célèbre vos victoires comme si c'était les siennes. Et Suzanne est ma famille. Robert, bien qu'il ait commencé par être mon avocat, est devenu un ami cher.
Les membres de mon groupe de soutien sont ma famille. La communauté que nous avons bâtie autour de la fondation est ma famille, et cela suffit. C'est amplement suffisant. C'est tout ce dont j'ai besoin pour vivre les années qu'il me reste dans la dignité, la détermination et la paix. L'histoire d'Ashley s'est arrêtée dans une cellule de prison, mais la mienne continue et continuera jusqu'à mon dernier souffle. Vécu selon mes propres choix, entouré d'un amour véritable, protégé par ceux qui m'estiment sincèrement. C'est cela ma victoire. C'est cela ma justice. Et c'est la raison pour laquelle je partage cette histoire, avec l'espoir qu'elle puisse en sauver ne serait-ce qu'une seule autre.